Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons donc à Poitiers en France au cœur de cette semaine consacrée à la littératie en santé. Littératie en santé, concept, nous a-t-on rappelé ce matin, encore parfois méconnu, mais peut-être une réalité avec d'autres mots. En France, nous recevons nos invités, en tout cas je commencerai par le plaisir de cette belle rencontre et de l'écoute active que nous avons pu avoir sur son intervention. Madame Desclercq-Dulac, bonjour. Bonjour. Enchanté, ravi de vous accueillir au cœur de l'écosystème santé. Les littératies multiples en santé dans le parcours de vie au cœur de votre intervention de ce matin, se comprendre et se faire comprendre dans nos parcours de vie. Est-ce que vous pourriez en quelques mots revenir sur cet enjeu que vous avez souligné à plusieurs reprises ce matin ? Eh bien, très volontiers, parce que non seulement c'est un concept qui me tient à cœur à titre personnel, mais également que nous développons dans le collectif interassociatif sur la santé que je co-préside au niveau national, parce qu'on s'est rendu compte au travers, si vous voulez, de tous les patients et les usagers du système de santé que nous sommes amenés à rencontrer, combien ils sont parfois démunis pour accéder à des systèmes de santé, même si on pense qu'en France, on a un système très ouvert, etc. Et ce que surtout nous avons regardé, je l'évoquais ce matin, mais c'est le fait que les gens ne savent pas où trouver l'information, ne savent pas comment s'y rendre, et d'autre part, surtout, ils souhaitent qu'ils aient une vraie problématique, ils ont une vraie problématique sur l'accompagnement. Et quand on parle de la littératie en santé, on voit bien que cela fait référence à la capacité, aux capacités, comme on dit aujourd'hui, que les personnes peuvent avoir pour accéder à des choses qui peuvent exister, qu'ils ne connaissent pas, et que, eh bien, il suffirait qu'il y ait de l'accompagnement, de l'information, une vraie communication, mais dans tous les lieux où ils peuvent se rendre. Et puis, pour être très brève, je voudrais dire que nos professionnels de santé ont quand même un vrai rôle à jouer auprès des usagers du système de santé pour justement être un des premiers accompagnateurs et orienteurs si comment je vais expliquer ça, s'ils se retirent de leur rôle uniquement de soignants et de sachants, mais qu'ils entendent quelle est la vraie demande du patient, parce que parfois il y a une pathologie, mais parfois il y a tellement de choses derrière cette pathologie et de la manière dont il la vit pour lui, pour son environnement, que si le médecin traitant, comme on l'appelle, n'a pas cette écoute perméable et perceptible pour le patient, eh bien, il y aura un véritable blocage et peut-être que ce patient-là, il y aura une perte de chance pour lui. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de fondamental et d'important aujourd'hui, et la loi Touraine, je pense que va nous permettre une ouverture, au moins, avec ces projets d'expérimentation, d'accompagnement à l'autonomie, parce qu'il ne s'agit pas de faire pour, mais de faire avec. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important dans l'adhésion à des traitements, dans tout ce que j'ai évoqué ce matin. Mais je pense que la principale, enfin ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas faire de l'accompagnement à l'autonomie si on ne comprend pas comment fonctionne la personne qui est en face, quelles sont les capacités qu'elle a pour entendre ou pour ne pas entendre, et qu'est-ce qu'il faudrait lui donner comme clé d'entrée et quel type d'accompagnement à faire, et que ce ne soit pas modélisable, mais que ce soit adapté et personnalisé à chaque individu, parce qu'il a sa vie propre, il a ses résistances, il a ses possibilités. Et bien souvent, moi je dois dire que ce matin, j'ai très bien entendu ce qui était dit sur la littératie en santé et sur les niveaux, si vous voulez, de possibilités d'être dans cette littératie en santé. Mais je pense qu'on peut faire bouger les niveaux si justement on y est attentif et faire que certains qui sont peut-être à un niveau bas dans cette littératie en santé, ils peuvent acquérir et passer à un autre niveau pour un bien-être. Parce que ça,
on ne parle pas du bien-être, parce qu'on peut vivre bien avec une pathologie chronique si justement on donne les clés et qu'on permette aux gens à un moment peut-être de dire j'ai besoin de souffler, docteur, qu'est-ce que je peux faire, quel est l'accompagnement qui peut me permettre, quel est l'accompagnement qui peut me permettre que je puisse le dire et que je puisse dialoguer et que vous me teniez la main pour aller plus loin. Je vais inviter nos autres invités à faire écho à ce discours à travers 3 questions avec des réponses de préférence courtes au vu des engagements par ailleurs. Emmanuel Ruch, adhésion, vous présidez aujourd'hui la Commission nationale droit des usagers. J'aimerais que vous fassiez écho à ce principe de liberté d'adhésion du patient. Quel questionnement et quel défi pour construire cette adhésion du patient? Je pense qu'on est là dans une question qui est un petit peu éthique en partie, c'est-à-dire que rechercher l'adhésion du patient plutôt que d'autres termes qu'on aurait pu également entendre comme observance renvoie à une représentation du statut et de la posture de chacun des partenaires de la prise en charge, que ce soit le professionnel de santé ou l'usager ou le patient. Donc je pense que la littératie en santé, c'est un enjeu éthique, dans le sens où c'est prendre soin et être attentif à l'autre, à celui qui est dans le partenariat de la prise en charge. Donc ça, c'est un élément fondamental. Je pense aussi qu'il y a derrière la littératie en santé 2 dimensions qui sont complémentaires, c'est-à-dire qu'avoir des individus qui présentent une littératie en santé relativement importante permet leur participation aux politiques publiques de santé, et avoir une littératie en santé relativement importante permet d'améliorer et de mieux participer, d'être mieux autonome à la prise en charge et participer à cette prise en charge. Et donc c'est un enjeu de qualité des soins, et derrière la qualité des soins, du bien-être qu'évoquait à l'instant Daniel Desclerc-Dulac. Merci beaucoup Emmanuel Ruch. On va vous laisser filer parce que vous êtes très attendu. On vient de me le citer pour votre intervention. Merci à vous. L'occasion justement, avant de revenir à Nathalie Boivin, de faire un écho aux différentes discussions qu'on avait hier avec Véronique Debande. Quelle casquette à travers l'université de Poitiers sans doute, mais aussi la direction d'une structure. On parlait hier des casquettes tour à tour soignants, aidants, patients, et puis les 3 à la fois, etc. J'aimerais vraiment en quelques mots que tu puisses faire un retour sur l'écho et ce que tu as écouté ce matin. Alors, ce que j'ai entendu ce matin, c'est dans le cadre de ce qu'explique Nathalie sur le niveau de littératie, la position des usagers et la perception qu'on peut avoir, c'est quand on est en éducation thérapeutique, puisque c'est mon domaine de compétence et je dirige une structure qui propose de l'éducation thérapeutique en médecine de ville, donc à des gens qui sont suivis principalement dans leur quotidien et qui n'ont souvent comme seul interlocuteur que le médecin traitant, le soignant proche, l'infirmière. Et ces patients se retrouvent dans des situations, en fait, sont bombardés d'informations de tout genre, médiatiques, publicitaires, de la part de leurs soignants, de la part de leur famille, de la part d'Internet. Et on se retrouve, ce patient, en fait, cette personne se retrouve dans un système qui est complexe pour lui. Déjà, il est lui-même concerné, et très souvent concerné par une différence de santé, parce qu'il a lui-même cette situation complexe à vivre, parce qu'il a peut-être plusieurs maladies à associer, plusieurs facteurs de risque, et du coup, il reçoit souvent dans le discours qui lui est donné, dans les informations qu'il a, des informations ambivalentes, tout et son contraire. Et ce patient-là, cette personne que nous on rencontre en éducation thérapeutique, est une personne qui est complètement perdue dans cette jungle d'informations, qui ne sait pas trier, qui ne sait pas décider, et qui à un moment baisse les bras dans tout ça et dans cette dimension, et il ne sait plus faire ses choix pour elle-même. Voilà.
elle est perdue. Je rejoins ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'à un moment, cette personne, elle se désengage et elle ne se donne plus les chances elle pourrait avoir. Et ce que nous, on propose dans un contexte d'éducation thérapeutique, c'est justement, et j'ai vraiment à cœur, et Emmanuel vient de partir sur l'éthique et sur la déontologie, les éducateurs thérapeutiques, quand ils interviennent dans notre structure, on leur demande d'enlever, de laisser au vestiaire leur casquette professionnelle, diététicien, infirmier, médecin spécialiste, médecin généraliste, enseignant activité physique adaptée, on leur demande d'être des éducateurs thérapeutiques, de connaître, donc ils ont une formation, mais de connaître aussi donc, cette posture-là spécifique, éducative, d'écoute. Et je rejoins dans ce que Nathalie présente dans son guide, d'être dans cette qualité d'écoute, d'observation, d'assumer aussi le fait qu'on est en face d'une personne et on n'est pas un sachant avec un pouvoir, on est sur une égalité. Nous sommes deux humains avec des expériences de vie les uns et les autres en face et on est à mon avis, dans un rapport gagnant-gagnant les uns avec les autres. Je pense qu'aujourd'hui, on doit considérer que notre place, c'est nous, les soignants, et encore plus moi qui suis aussi soignant, patient, j'ai ces deux casquettes et je suis éducateur thérapeutique, on va dire j'en ai même une troisième qui me permet d'avoir ce recul-là, mais arrivons à considérer que la personne qui est en face de nous est simplement une personne comme nous, humaine, qui a une expérience de vie, qui a une histoire de vie, qui a des mouvances, permanences, comme nous, et qu'elle n'a pas plus ou moins que nous à apprendre, mais elle doit simplement être considérée dans ce qu'elle est à un moment donné et dans sa demande. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on peut proposer, et que justement travailler sur la littératie, c'est aider la personne à être entendue dans cette différence-là, ou dans cette particularité-là de complexité, et de pouvoir justement l'aider à trouver la meilleure façon d'être acteur elle-même de sa propre santé. Merci beaucoup Véronique. Je vais vraiment devoir te libérer parce que je sentais que les organisateurs te veulent absolument, Nathalie. Je vais demander 30 petites secondes de réaction puisque tu as rencontré hier le président de la Société française de santé publique. Tu rencontres aujourd'hui Madame Desclercs-Dulac, présidente de la structure qui anime la participation des patients au cœur de la politique publique de santé en France. Quel regard sur le discours de Madame Desclercs ce matin? D'abord, moi, j'ai dit à Madame Daniel, après son intervention, je suis une fan. Je suis devenue une fan. Ce que j'ai entendu, ça va extrêmement bien, je crois, avec ce que moi je souhaite, qui seraient les façons d'agir en termes de littératie en santé. Et il faut mobiliser, et j'ai entendu une voix très fortement mobilisée de patients et d'utilisateurs de services et qui va contribuer à faire bouger les choses dans la bonne direction. Hier, vous disiez, là, on était avec les gens de la santé publique, les décideurs. C'est très bien, on les influence et tout ça, mais lorsqu'on a cette force-là de mobilisation au niveau des patients et des usagers, c'est génial et ça ne peut que contribuer à aller dans la bonne direction. C'est une approche de développement communautaire et d'empowerment géniale. Merci. Vous avez une fan de plus. Mais c'est gentil. allez, soyons trois. Merci beaucoup, mesdames. Je vais vous laisser filer. Merci à vous.